Et bonjour tout le monde. Bonjour YouTube, bonjour Facebook, bonjour LinkedIn. On est jeudi, il est 17h30. C'est donc l'heure de l'apéro fraîcheur. L'apéro fraîcheur, c'est donc 30 minutes tous les jeudis à 17h30, sauf événement imprévu, pour parler de cet événement récurrent et de plus en plus récurrent, qui est le fait d'avoir trop chaud et des manières de gérer ces phénomènes-là, que ce soit dans les bâtiments ou hors des bâtiments, et tout cela sans se prendre la tête, sans se faire peur et sans chichi. Bonjour et bienvenue, je vois qu'il y a déjà quelques habitués. Voilà, comme c'est l'heure de l'apéro fraîcheur, je me suis dit qu'on se mettait en ambiance apéro. Salut Laurent, salut à tous, à toutes. Merci de me mettre un petit mot dans les commentaires, comme ça je suis toujours rassuré que tout fonctionne bien. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont mis un petit mot gentil. Voilà, si vous étiez à la semaine dernière, eh bien vous aviez vu que moi, j'étais pas là. Voilà, nous avons eu quelques aventures énergétiques dans l'univers de l'énergie cinétique excessive. Tout va bien, on est reparti pour un tour. Donc, on va faire aujourd'hui comme on a prévu d'habitude. Salut François, bienvenue. Allez, on y va. On reprend les bonnes habitudes. Si j'y arrive. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, on se mettait dehors. Voilà, que c'était sympathique, que ça nous changerait un petit peu d'être toujours dans les bureaux. Et puis, vous avez vu, vous verrez, j'ai un petit sujet dont il faut que je vous parle également. Allez, hop, on passe sur le petit support comme d'habitude et on va voir de quoi il retourne. Si j'ai pas mon voisin qui vient m'interrompre. Alors, l'actualité de la semaine, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'abord, une actualité un petit peu... c'est pas de politique, c'est d'apparition quand même. C'est quelque chose d'assez nouveau. Enfin, moi, à ma connaissance, ça n'existe pas. Ce sujet qui a été soulevé par la Fondation Abbé Pierre, on l'a vu circuler pas mal sur les réseaux ces derniers temps. Le fait qu'on retrouve la question du trop chaud dans les sujets de précarité énergétique. Et ça, je trouve que c'est un indice qui est important. Évidemment, c'est un sujet important et heureusement qu'il arrive. J'ai eu l'occasion il y a quelques heures, quelques jours, d'évoquer l'idée avec des collègues on parle dans le domaine de l'énergie, du diagnostic de performance énergétique. Je me disais qu'on pourrait évoquer aussi la question d'un diagnostic de performance estivale, finalement, pour commencer à vraiment parler du fait que certains logements logements et pas seulement logements d'ailleurs, c'est valable également pour des bureaux, on en a parlé, on aura l'occasion d'en reparler, c'est des locaux de travail, des locaux d'accueil du public, qui sont proprement difficiles, voire inacceptables, voire invivables à partir d'une certaine rigueur climatique. Ça a été également identifié dans, par exemple, le rapport Paris à 50 degrés, où est soulevée cette question du parc complet de logements qui se trouvent sous sous les toitures mansardées à Paris, dont on peut se dire, en fait, concrètement, on a là des logements dont on peut prévoir qu'il est très compliqué d'y fournir des conditions habitables dès lors que le climat présente de la rigueur du côté chaud. Voilà. Donc ça, je trouve important et intéressant que cette notion d'une sorte de précarité énergétique du côté chaud commence à apparaître. C'est fort logique puisqu'on a déjà évoqué souvent la question de la surchauffe, du trop chaud. C'est l'autre versant du côté économie d'énergie, du côté chauffage, etc., du côté rigueur hivernale. Et puis, bien évidemment, c'est couplé avec des données Météo France. Alors, je vais vous parler un peu de météo. Bon, il suffit d'ouvrir un petit peu les informations pour entendre que, voilà, on a passé le 4 juillet a été le jour le plus chaud dans l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis qu'il y a des mesures. Mais du coup, je voulais vous parler un petit peu de météo. Parce que, alors, il faut que j'arrive à gérer mon écran parce que, hop, voilà, on va y arriver. Jusqu'à présent, finalement, on a fait des apéros fraîcheurs dans des conditions pas très chaudes. Et puis là, il semblerait, en tout cas chez moi, ça c'est la copie d'écran de mes prévisions météo tout à l'heure, je vois que chez moi, là, ici, derrière, il va faire jusqu'à 30 degrés dans les quelques jours qui viennent,
Et puis on me fournit quelques informations. Et je voulais juste vous dire quelques mots sur cet aspect-là. Vous savez, on a l'habitude de dire que finalement, quand on n'a pas grand-chose à raconter ou quand on n'a pas grand-chose à se dire, on parle de la météo. Et je trouve important de se dire que la météo, ça peut aussi, ou ça devrait, nous être un outil qui nous permet de nous orienter ou de piloter. C'est-à-dire que quand je vois, moi, cette prévision météo, je me dis, ah, on est aujourd'hui jeudi, je sais que je vais avoir, a priori, d'après ce que me dit la météo, une période sur samedi, dimanche, lundi, dans laquelle les températures en journée vont monter, mais surtout, il y a ce chiffre-là, moi, que je regarde attentivement, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, la température minimale. Et je vois que les températures minimales montent. Donc concrètement, ça veut dire que je vais avoir plus de mal à déstocker. Donc ça veut dire que je peux m'organiser, essayer d'anticiper, par exemple pour tâcher de faire chuter encore plus la température chez moi. On va en parler encore juste après. Parce que je sais que plus tard, il va faire plus chaud et que donc ce stock de fraîcheur va m'être utile pour travailler, pour traverser plus sereinement cette période de chaleur. Voilà, je voulais vous parler de la météo dans la catégorie actualité parce que, mine de rien, ça en fait partie. C'est des choses qu'on nous donne tous les jours, voire en permanence, voire prévision heure par heure. Mais souvent, on les considère plutôt comme un élément de contexte pour prévoir les randonnées, pour pouvoir les vacances. Eh bien, je pense qu'on a avantage à les utiliser comme un vrai outil de pilotage et d'organisation. Voilà, ça c'est fait pour l'actualité. Si vous avez de l'actualité, allez-y, hein. Mettez-moi des trucs dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir. Santé et fraîcheur. Bonjour Mario. Puisque je vois que Mario a dit bonjour. Hop. Alors ensuite, traditionnellement, la question de l'abonné. J'ai une question de Sylvain qui m'a demandé, voilà, j'ai des combles aménagés, évidemment, comme bien souvent, il y a des fenêtres de toit, bien souvent on utilise le terme générique d'une grande marque qui commence par V et qui met des affiches 4x3 dès le printemps pour vendre des protections solaires. Et donc, Sylvain, comme chez beaucoup de personnes qui ont des combles aménagés, constate que dès que le soleil tape, il y fait très 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 chaud. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, la réponse habituelle des concepteurs de bâtiments, c'est la fenêtre de toit, c'est de toute façon un danger. Donc, tant qu'on peut les éviter, on les évite. Donc, je parle bien sûr des fenêtres de toit qui sont celles qui sont inclinées, là, comme ça. Voilà. Et la règle, c'est que une fenêtre de toit, en fait, il faut partir du principe que c'est fait pour être occulté, c'est-à-dire avoir une protection sur l'extérieur, un volet, typiquement. Bon, ces volets, ils sont en général assez coûteux, et puis il y a plein de modèles de fenêtres de toit, enfin il y en a plein qui sont installés sans protection extérieure. Donc que faire quand elles ne sont pas d'origine protégées par l'extérieur? En fait, il y a deux stratégies qu'on peut retenir, qui sont des stratégies extrêmement, attention pour les oreilles qui, je sais, vont bondir, pratico-pratiques. La règle, c'est on protège coûte que coûte. Quelle que soit la solution retenue, c'est tellement critique d'avoir 1 mètre carré de fenêtre de toit exposée plein soleil, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un radiateur de 800 à 1 kW qui ramasse par mètre carré de vitrage, que la règle, c'est on prend n'importe quelle solution, même artisanale, même moche, même pas habituelle, qui nous permet de faire une protection extérieure sur ces fenêtres de toit. Évidemment extérieure. Si c'est à l'intérieur, souvent il y a des petits rideaux côté intérieur, ça ne nous aide pas beaucoup parce que le rayonnement est déjà rentré. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis deux exemples ici. Vous avez le carton ou le papier craft, vous scotchez sur l'extérieur, pas de pitié, pas de considération esthétique. En tout cas, c'est un arbitrage à faire entre les considérations esthétiques et à quel point vous êtes prêt à crever de chaud dans vos combles. On m'a signalé également que ça a un avantage. Il y a beaucoup de gens qui sont en secteur sauvegardé, c'est en secteur de protection patrimoniale. Voilà. Et souvent, quand on est en secteur de protection patrimoniale, c'est pas très simple. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur des fenêtres. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut en équipement pérenne. Par contre, il n'y a pas encore de règlement qui interdit de coller des cartons sur ces fenêtres. L'autre solution alternative qui commence à circuler, j'ai mis ici un lien
parce qu'il y a un descriptif, il y a un petit tuto chez les amis du Low Tech Lab, mais il y a plein de méthodes qui sont possibles, c'est d'utiliser de la couverture de survie, pareil, que vous scotchez à l'extérieur. C'est une sorte de film solaire. Vous savez, ces films qui sont... je crois qu'il y a beaucoup de commerciaux qui démarchent les collectivités, etc. En ce moment. Ça peut être une solution qui peut être pertinente. C'est souvent assez coûteux, et puis c'est une installation qui est pérenne, qui est permanente. Quand on est comme ici en situation d'urgence, il faut considérer que c'est une situation d'urgence, alors on peut faire avec les moyens du bord, vous allez chercher de la couverture de survie, vous scotchez ça ou vous le montez sur un cadre, et bam, vous protégez vos fenêtres de toit, ou vos fenêtres, pas de toit d'ailleurs. Voilà. Évidemment, ça va vous modifier la luminosité. Là encore une fois, chacun est libre d'évaluer et de faire l'arbitrage qu'il ou elle souhaite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à supporter comme niveau de transpiration ou comme niveau de surchauffe pour se dire ah, je veux de la lumière naturelle, je veux du soleil dans mon séjour, etc., etc. Là, chacun fera son arbitrage. En tout cas, de mon côté, je considère que si on veut faire baisser la température, alors, coûte que coûte, on protège. L'autre solution qu'il y a, c'est fuir. Il y a des locaux, je vous l'ai dit en introduction, c'est comme ça. Il y a des locaux qui ont été construits, aménagés ou mis sur le marché, dans lesquels on ne peut définitivement pas, en situation chaude, en situation ensoleillée, faire les activités pour lesquelles, a priori, on pensait qu'ils étaient destinés. J'ai souvent eu des questions de gens qui me disent « Je suis dans une chambre sous les toits, il fait trop chaud, je ne sais pas comment faire, je transpire toute la nuit, etc. » Quand il n'y a pas de solution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis le mauvais usage au mauvais endroit. Voilà. Donc, eh ben on migre. On va ailleurs. Alors, c'est des stratégies. Alors, on peut ou on ne peut pas. Hein. Encore une fois, quand je vous ai parlé des logements qui sont sous les toitures mansardées à Paris, bah, quand on est dedans, on va pas aller frapper chez le voisin du rez-de-chaussée, quoique, pourquoi pas. Mais les stratégies alors on peut le dire avec prudence et avec toutes les précautions que peut utiliser ce terme, mais la notion de réfugié climatique, elle est valable à toutes les échelles. J'ai eu des témoignages de gens qui avaient acheté une maison dans le sud, une maison construite dans les années 2000, et qui ont dû authentiquement migrer pendant l'été chez leurs parents parce que la maison s'est révélée inhabitable sur au moins la moitié de la surface. Voilà. Donc, aller ailleurs, trouver des lieux refuges, c'est pas une blague, et il y a un moment où on ne peut pas tout faire, à part mettre de la clim, bien entendu. Mais cette notion de considérer que le local n'est décidément pas en état d'accueillir l'activité que je souhaite y mener, ça c'est important. On a eu le cas il n'y a pas longtemps dans des bureaux, par exemple. On travaille avec des gens pour adapter les plannings de location de salles de réunion en se disant il y a des salles de réunion qui sont plus fraîches et que l'on peut, par exemple, réserver systématiquement pendant la période estivale pour que certains agents dont les bureaux ne sont pas adaptés au travail qu'ils doivent y mener puissent s'y réfugier. Donc ça peut complètement être une stratégie pas tout à fait subie en fait. Le fait de se dire oui, il faut aller ailleurs. Voilà, on renonce à utiliser le local pour la chose pour laquelle il était prévu. Ça veut dire aller dormir ailleurs éventuellement, rester dormir dans le jardin si vous en avez un et si c'est faisable, parce que c'est aussi ce que je fais quand je me mets dehors finalement. Se mettre dehors, c'est quoi? C'est dire qu'on est mieux dehors. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que l'ambiance dans le logement, elle est moins bien pour ce qu'on a à y faire. Et ça peut être du pur constat. Voilà. Et ensuite, on explore les différentes possibilités que l'on a, qui sont bien entendu plus ou moins vastes. Et là où ça devient problématique, c'est à l'échelle d'une ville comme Paris, par exemple, où, eh ben, de fait, il y a des gens qui ne peuvent pas migrer. Et ça, c'est un vrai risque. C'est un risque politique au sens large. Voilà. Mais pour revenir à la question de notre abonné Sylvain, voilà, les deux stratégies sur ces fenêtres de toit, c'est on protège coûte que coûte. Normalement, ça fait quand même sacrément descendre, surtout si on le couple avec d'autres stratégies qu'on a pu voir précédemment de déstockage, ou on va ailleurs.
ailleurs, soit à l'intérieur du même logement, soit carrément ailleurs, si on peut. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur les commentaires, quelle que soit la plateforme. Normalement, ça fonctionne, je dois pouvoir voir vos commentaires et vos réactions. Allez, un petit balance ton four pour continuer. Balance ton four, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne sont peut-être pas habitués, qui sont peut-être là pour la première fois. C'est ce hashtag qui a pour objectif d'identifier, de prendre en photo des bâtiments. Alors, l'idée à l'origine, c'était d'identifier des bâtiments en construction dont on pouvait dire, en fait, là, il y a eu clairement un bug dans le processus, soit de conception, soit de réglementation, parce qu'on pouvait savoir dès le début, dès le premier coup de crayon, que ça se passerait mal. C'est-à-dire qu'on allait construire quelque chose qui allait recevoir trop d'énergie dès que le soleil allait taper, et donc qu'on allait directement proposer des locaux dans lesquels ça allait être la galère pour gérer l'été, ou ça allait entraîner directement de la consommation de clim. Voilà. Celui-là, il se trouve que je le connais pas mal. J'étais allé y faire un audit il y a longtemps. Il se trouve quelque part en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y en a qui nous ont envoyé la photo pour cette grande baie vitrée, effectivement, qui est pas mal, hein, elle est gratinée. Mais je vous l'ai remis parce qu'il y a un paramètre qui est intéressant sur ce bâtiment. On pourrait dire que ça rentre dans la catégorie balance ton four, mais c'est un peu un balance ton four niveau 2. Je vous explique pourquoi. Vous voyez qu'ici, il y a des protections solaires sur cette façade, des protections solaires qui sont mobiles et qui sont motorisées. Donc dès la conception, il y a eu des moteurs pour que, en théorie, chacun puisse ajuster le niveau de protection de ses baies. Mais il se trouve que dans le monde réel, quand vous mettez un moteur, si vous mettez un moteur, vous avez éventuellement des chances qu'il tombe en panne, mais quand vous mettez plusieurs centaines de moteurs, vous avez de bonnes chances que régulièrement il y ait des moteurs qui tombent en panne. Si en plus là-dessus vous n'avez pas de bol et que vous tombez sur un fournisseur qui a des problèmes de maintenance, qui a des problèmes de maintien de stock, ou voire qui disparaît complètement, alors vous vous retrouvez avec des systèmes qui ne marchent plus. Et en fait, ça on peut le savoir, parce que finalement, n'importe qui a regardé un peu les questions de maintenance industrielle, des trucs comme ça, est capable de comprendre que si on met un système motorisé et qu'on met 200 moteurs ou vérins similaires, alors il y a de fortes chances que dès les premiers mois d'exploitation, on en ait qui tombent en panne, et que donc ça ne marche plus, et que donc ce ne soit plus protégé. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. C'est ce qui s'est passé sur ce bâtiment. Je n'ai pas eu des nouvelles récentes, je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, pourquoi ça rentre dans la catégorie balance ton four, c'est-à-dire dans la catégorie des locaux, des bâtiments dans lesquels on a installé quelque chose dont on pouvait savoir très tôt que ça n'allait pas marcher, pour cette raison. Dès lors que l'on multiplie des systèmes mécaniques ou technologiques et que l'état du bâtiment dépend de ces systèmes et que par ailleurs on n'a pas prévu de plan B, alors les gens s'organisent toujours pour démonter ou hacker le système, voire trouver des plans carrément pirates pour pouvoir survivre, et on les comprend. Dès qu'on fait ça, dès qu'on multiplie les systèmes technologiques, alors on peut savoir très tôt qu'on devient très dépendant à cette technologie, et si on ne prévoit pas de plan B, alors on entre directement dans la catégorie balance ton four, c'est-à-dire les cas catastrophiques qu'on aurait pu prévoir. Voilà. Donc merci à celles et ceux qui ont envoyé cette référence. N'hésitez pas, si vous en voyez vous autour de vous des bâtiments qui vous interpellent, qui vous sautent aux yeux, et sur lesquels on peut voir au premier coup d'œil que clairement, du point de vue de la surchauffe et du confort dans les locaux, ça va être très compliqué. En général, ils sont noirs et très vitrés. Allez, avant qu'on parle de l'expérience que je vous propose pour la semaine prochaine, retour d'expérience de l'ami Laurent. Salut Laurent, merci de nous avoir envoyé ça. Je vous avais proposé la semaine dernière d'essayer une méthode de rafraîchissement, non pas de locaux, non pas de bâtiments, mais du bonhomme ou de la bonne femme. C'est-à-dire une stratégie qui vient d'un monsieur qui s'appelle Andrew Huberman, que je vous avais présenté il y a 2 semaines, qui est utilisée pour déstocker de la manière la plus efficace possible la chaleur du corps, en utilisant un phénomène
circulatoire qui se trouve sous la plante des pieds, qu'on appelle l'anastomose artério-veineuse. Eh bien, Laurent, alors Laurent, ce n'est pas tes pieds à gauche, hein, mais ce sont bien tes pieds à droite. Laurent nous a envoyé un témoignage en disant qu'il avait essayé, on a vu plusieurs variantes de matériaux, du marbre, tu as essayé sur un instrument de musique fabriqué avec une bouteille de gaz, de style les handpans, s'il y en a qui connaissent. Chouette expérience que tu nous as envoyée. Je me souviens plus si tu nous as vraiment dit, tu peux peut-être nous mettre en commentaire, si tu avais senti un effet important sur ton état de confort général. En tout cas, tu nous as raconté des choses sur les différentes effusivités des matériaux et celui qui te semblait le plus adapté. En tout cas, je vous encourage encore, tous et toutes, à expérimenter ce genre de choses. Globalement, déjà, dès qu'on a les pieds nus, ça se passe mieux, mais selon sur quoi on met les pieds, ça change quand même la donne sur notre capacité à supporter les conditions chaudes. Voilà. Puisque je vous le rappelle, le critère majeur de la surchauffe, ce n'est pas une température d'ambiance, c'est avant tout la manière dont on se sent. Et la manière dont on se sent, ça dépend évidemment de la manière dont on stocke ou on déstocke la chaleur à l'intérieur de notre corps. Alors, l'expérience pour la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? Laurent, je ne sais pas si tu es encore là, si tu veux nous dire à quel point c'était bien ou pas bien. Pour la semaine prochaine, je vous propose une expérience qui est inspirée de quelque chose qu'on fait un peu régulièrement avec les gens qu'on accompagne. Ah oui, Laurent, le problème, c'est qu'on ne reste jamais les pieds fixes. Tu bouges beaucoup. Ah, bah écoute. Oui, c'est vrai que tu nous as proposé d'avoir des semelles de marbre pour en profiter pendant que tu te déplaces. Non, évidemment, c'est plutôt adapté pour les personnes sédentaires ou pour les gens qui sont chez eux, qui travaillent chez eux. Vous pouvez bien évidemment vous promener pieds nus. Évidemment, se promener avec sa plaque de marbre, c'est pas toujours très simple. Donc l'expérience de la semaine prochaine que je vous propose de faire, c'est de faire un relevé de la température le matin. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire au bureau quand vous arrivez. Je crois que je vous ai mis un tableau après, non, je ne vous l'ai pas mis. Et si vous le souhaitez, je vous encourage à le faire, mais je ne voudrais pas vous donner trop de travail quand même, vous pouvez relever la température du soir. Et ça, vous pouvez le noter tous les jours sur un papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai parlé au début de cet apéro de la météo qui nous permet de piloter. L'autre paramètre qui nous permet de piloter et de se comporter de manière adéquate, c'est de faire le lien entre les actions qu'on met en place et le résultat. Et en fait, cette différence qu'on a entre la température du matin et la température du soir, c'est ce qui vous dit si votre pièce, votre logement, votre bureau est dans la bonne direction ou n'est pas dans la bonne direction. Parce que ce que ça permet de faire, en fait, c'est de dire, puisque la stratégie dont on a déjà parlé, elle est en deux temps. Elle est d'abord pendant la journée, quand les températures montent et que l'énergie cherche à entrer, on freine au maximum pour ne pas remplir d'énergie. Et dès qu'on peut refroidir, on vidange pour plonger le plus bas possible. On a eu des expériences de déstockage déjà pendant à l'avant-dernier apéro, je crois. Et en fait, l'indice, la donnée pertinente, c'est celle-ci. C'est l'écart qu'il y aura entre la température que vous aviez le matin et la température que vous obtenez le matin suivant. Si ces températures grimpent, voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis la température bonus ici, elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez vous débrouiller uniquement avec les températures du matin. Ça va vous dire en fait si vous travaillez dans la bonne direction ou si le climat, par sa rigueur, vous emmène sur une pente dangereuse, celle d'une température qui monte progressivement. Voilà. Donc je vous encourage vraiment à faire ça. Et si vous pouvez, faites une courbe jour par jour. Vous faites une petite croix. C'est un peu comme une courbe de température. Vous savez, comme on n'a plus, j'imagine ça à l'hôpital. Je ne sais pas si on a ça. Ça vous permettra d'avoir un feedback, de bien comprendre ce qui se passe et de bien comprendre l'effet qu'ont les différentes actions, vous en avez maintenant expérimenté plusieurs, sur les ambiances dans votre logement ou dans votre bureau. Voilà. Voilà pour les devoirs. Eh bien, on est un tout petit peu en avance. Ce que je vous propose,
Allez, je vais enlever mon truc, comme ça on profiterait du paysage creusois. Clac. Voilà. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, si vous avez des demandes, des envies, des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on discute un tout petit peu, allons-y, allons-y. François, tu as essayé pieds nus sur le carrelage de la cuisine, ça a bien fonctionné. Voilà, super. On y prend goût en général à ces trucs-là. Hein. Il y a quand même un truc qui est assez radical. J'en ai parlé, j'ai échangé par commentaire interposé avec quelqu'un, parce que j'ai parlé de cette température du matin il n'y a pas longtemps. Et on échangeait avec Harald Lhomme, sur le fait de se dire, quand vous vous levez le matin, qu'il fait chaud toute la journée, que vous êtes en période chaude, et que vous arrivez le matin dans un local où il fait, actuellement, on a une température de 17, de 18, de 20, de 21, c'est-à-dire qu'il fait frais, il y a ce côté, une espèce de sensation de maîtrise. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude de dire, c'est de la bonne cam. C'est-à-dire, c'est ça qui nous donne envie de continuer. Et qui nous dit, ah ouais, on est sur la bonne voie quand même. Et là il y a cette sensation de maîtrise. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc ça, c'est pour ça que je dis qu'on y prend goût. Et c'est important d'y prendre goût. Et ensuite, allons-y, on se fait plaisir. On a trouvé un truc qui marche bien, on y va. Hein. Ouais, François, t'es d'accord hein. Une fois qu'on a compris, c'est bon, quoi. Il n'y a pas à sensibiliser 15 fois les gens, quoi. Une fois que les gens, même quand les gens, c'est nous, ont trouvé quelque chose qui marche et qui est agréable, on y va, hein, pas de problème. Hein. Laurent, la météo de la semaine prochaine commence à ressembler à une canicule, 23 degrés la nuit. Ouais, toi, t'es dans un endroit où ça devient un peu sport. On va s'amuser avec les courbes. Ouais. Normalement, le cas idéal, on en a déjà parlé, hein, c'est que la température intérieure devrait, dans le cas idéal, pouvoir quasiment rejoindre la température minimale de la nuit. Voilà. Donc effectivement, si tu as 23, ça déstocke moins bien. Néanmoins, si tu arrives à descendre, alors peut-être tu as un stock de fraîcheur, mais je crois que chez toi, ça commençait déjà à monter. Mais si tu arrives à rester vers les 23-24 et que derrière, ça ne monte pas trop dans la journée, eh ben, c'est déjà ça de gagner, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi un peu se méfier. J'ai entendu parfois des remarques comme ça, de dire ouais, le déstockage nocturne, ça ne marche pas en période de canicule. En fait, ça marche tout le temps. Ça marche dès lors qu'on a une température extérieure inférieure à la température intérieure. Voilà. Tant qu'on a ça, il y a du déstockage. Ça ne veut pas dire qu'il est suffisant, ça ne veut pas dire qu'il est aussi satisfaisant que ce qu'on aimerait, c'est comme ça. Néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser. La règle, c'est dès que je peux déstocker, je déstocke. Donc, dès que je peux ventiler avec de l'air extérieur plus frais, je le fais. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir une température intérieure, une température extérieure. Ouais. Ben ouais, curieux de voir tes courbes, Laurent. Bon, en plus, comme je commence un petit peu à te connaître, peut-être même que tu auras des courbes de température extérieure. Un bâtiment bien piloté, c'est un bâtiment qui est toujours plus frais que la température extérieure, quoi qu'il arrive. Ça, c'est le signe qu'il est bien piloté. Sauf si, évidemment, vous avez des process où vous cuisinez des gigots à longueur de journée. Là, ça devient plus compliqué. Mais normalement, un bâtiment dans lequel on n'est pas à balancer de l'énergie pour des questions de process ou de travail à l'intérieur, il devrait, s'il est bien piloté, et s'il n'est pas trop mal fichu, rester à la température, rester à une température intérieure inférieure à la température extérieure. Voilà. Eh bien, on arrive au bout. Ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver. Ça m'avait un peu manqué la dernière fois quand même. Je vous souhaite de belles expériences. Je vous souhaite de traverser sereinement cette période un peu plus chaude qui s'annonce, d'en tirer des expériences, comme à chaque fois, d'apprendre, d'explorer, de tenter des expérimentations. Ça, c'est toujours bénéfice, c'est toujours bien. Ouais, je me suis embrouillé dans cette phrase. Donc, profitez. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire, restez au frais, et puis, comme on dit traditionnellement chez les designers énergétiques, je vous souhaite bien entendu le maximum d'énergie positive, et je parle bien sûr de la vraie. Salut, à bientôt, prenez soin de vous.